je vous propose de démarrer gentiment. Donc, bienvenue à toutes et à tous là, sur ce webinaire dédié à la formation qu'on considère comme un véritable levier à l'adoption de l'IA dans l'entreprise. Alors, bon, on va essayer du coup de vous présenter un petit peu les différents enjeux et puis les différents programmes qui peuvent être mis en place. Alors déjà, je vais commencer par me présenter, Maxime Alès. Donc moi, je suis responsable du département innovation et intelligence artificielle au Crédit Mutuel Arkéa. Vous aurez probablement constaté, si vous avez assisté à d'autres sessions, on a déjà mis en place et depuis plusieurs années plusieurs projets d'IA au sein du groupe. On a pu justement constater à quel point la formation est si ce n'est le levier le plus important pour transformer du coup son organisation. J'ai pu aussi assister du coup à l'introduction d'Enrique Lopez hier et je peux partager la nécessité de former aussi à tous les niveaux de l'entreprise, car en fait tous les métiers sont impactés et ce qui fait que l'offre de formation elle doit naturellement être assez variée, puisqu'on va à la fois former du coup des experts aux nouveaux métiers, aux nouvelles spécificités du coup de ces métiers-là, aux différents métiers de l'organisation qui vont être les premiers utilisateurs de ces intelligences artificielles. Et puis en passant par les dirigeants, ou de la même façon, c'est aussi on va dire des modalités de formation et une sensibilisation aux enjeux qui est particulière. Donc, chez Arkéa, on a notamment développé ce qu'on appelait un programme data avec des programmes très variés, des formats meet-up plutôt courts, des formats de formation présentielle d'une journée, en passant par de la certification de collaborateurs, aussi via des formats sous forme du coup de vidéo, et donc continuons justement d'investir dans cette formation. On travaille du coup avec Quantmetry qui nous fait du coup le plaisir de bien vouloir intervenir dans le cadre de cette session depuis plusieurs années. Et je trouvais vraiment pertinent qu'il puisse venir parler justement de la palette des programmes de formation qu'il propose, puisqu'elle va couvrir les différents métiers qui évoluent justement à mesure que l'IA se développe du coup dans les organisations. Et sans en dire beaucoup plus, je vais passer la main du coup à nos interlocuteurs du jour, qui feront du coup une présentation de Quantmetry, de l'Institut Quantmetry et de la mise en place notamment du programme Yota Academy, ce qui nous permettra ensuite d'échanger avec eux. N'hésitez pas évidemment à poser vos questions sur le chat. Et puis je vous souhaite une très bonne session. Merci Maxime, merci bien. Oui, je crois qu'effectivement le petit problème de micro venait de ton côté, c'est pour ça que j'avais te soufflé le fait de bien te mettre sur mute dans les prochaines minutes. Bonjour à tous, merci encore Maxime de nous donner cette possibilité de nous exprimer sur ce sujet qui nous est vraiment cher chez Quantmetry. Alors je vais expliquer un petit peu qui on est et je vais expliquer, avant de passer la parole aux experts chez nous, de l'Institut de formation, Mathilde, excusez-moi, Marion et Nicolas qui vous expliqueront quel rôle ils jouent dans cette branche du groupe Quantmetry. Mais en tout cas, on est très content de venir prendre la parole sur ce sujet. Nous, Quantmetry, on est un expert pure player de l'intelligence artificielle et de la data depuis maintenant plus de 10 ans. On regroupe plus de 130 personnes qui sont des data scientists, des data engineers, data architectes, des consultants business qui viennent comprendre les process d'entreprise. Mais en fait, en réalité, déjà depuis plusieurs années, depuis 4-5 ans, nous, on est parti du postulat qu'une innovation, quand elle doit se diffuser dans une entreprise, elle ne peut pas être que technologique et donc elle doit marcher sur une deuxième jambe, qui est une jambe humaine, et que, comme toute innovation à un moment ou à un autre, elle doit nécessiter des montées en compétences. Et ces montées en compétences, dans notre proposition de valeur qui consistait à accompagner nos clients, je veux dire, dans l'appropriation de cette innovation et dans la valorisation de cette innovation qu'est la data et l'intelligence artificielle, on s'est dit que très rapidement, il y a 4-5 ans, il nous manquait vraiment cette dimension de formation à ces nouvelles technologies-là. Et donc, on a créé petit à petit plusieurs offres de formation sur ce sujet, dont on vous parlera après. Mais encore une fois, ça fait vraiment partie de nous, notre proposition de valeur et aussi notre approche du marché, en disant qu'il ne peut pas y avoir d'innovation s'il n'y a pas d'hommes et qui se l'approprie correctement. Et donc, évidemment, en tant que pure player de l'IA, on se devait d'avoir une branche de la formation qui est très forte. Ce constat, pendant les 2-3 premières années, comme souvent, quand on a une idée, finalement, on ne l'a pas vraiment
on ne l'a pas vraiment révélé, mais en fait, depuis 2-3 ans maintenant, on est vraiment approché par beaucoup de grands groupes et de petits groupes qui comprennent ce sujet-là et qui se disent que des grands programmes d'upskill sont nécessaires pour finalement mettre à profit des gros investissements qu'ils ont faits dans des technologies, des algorithmes qui sont complets. Voilà, donc là, j'ai déjà fait 2 slides alors que vous n'en voyez probablement qu'une seule. Mais ce qui nous caractérise aussi chez Quantmetry, c'est qu'au-delà de cette dimension humaine qui est forte dans un milieu qui est très techno et très technophile, on a un autre sujet, c'est le troisième chiffre de cette slide, celui qui est en centrale, c'est qu'on sait très bien que cette technologie, elle bouge très vite et donc on a mis en place chez Quantmetry une recherche et développement qui est très forte, qui comprend à peu près 4000 jours hommes, ce qui est beaucoup pour une entreprise de 130 personnes. Mais parce qu'on sait que si on veut à un moment ou à un autre pouvoir donner tout le temps, je dirais, l'état de l'art de la technologie à nos clients, eh ben, il est nécessaire de pouvoir l'anticiper et d'avoir, je dirais, un coup d'avance par rapport à ce qui va demain être une technologie, je dirais, basique ou standard. Donc, c'est ce qui fait, je dirais, notre spécificité. Vous voyez, à la fois cabinet conseil, à la fois cabinet de formation et à la fois recherche dans des nouvelles technos, des nouveaux algos, des nouvelles formules mathématiques. Je laisserai Nicolas, notre directeur scientifique, en dire un petit peu plus sur ce sujet. Voilà, donc nous, comment est-ce qu'on voit finalement cette appropriation de la data et de l'IA dans l'entreprise sur 4 piliers. Le pilier qu'on a appelé cadrage orienté ROI, c'est-à-dire qu'en fait, une innovation, elle vient accélérer un processus, elle vient fiabiliser un processus existant, qui est parfois fait de manière humaine, parfois un peu automatisé. Et donc, l'IA vient amener un algorithme qui vient faire plus vite et mieux que ce que faisait le processus précédent. Donc, la première brique sur laquelle nous, on travaille beaucoup, c'est la compréhension du processus qu'on doit accélérer, qu'on doit IAiser. J'emploie beaucoup ce néologisme parce que je l'aime beaucoup. On doit l'IAiser, c'est-à-dire on doit l'accélérer et fiabiliser. Donc, c'est ce que nous, on a appelé stratégie data. C'est, je dirais, la première étape souvent des missions qu'on mène. Ensuite, il y a l'ADN de Quantmetry, c'est-à-dire faire un algo qui permet de répondre à cette accélération, à cette IAisation, soit le faire plus vite, le faire mieux, le faire sans erreur, etc. Donc là, il y a des algos qui viennent sous-tendre à ça. Et la dernière chose, c'est que dans une organisation économique que sont les entreprises, mais pas que, une organisation gouvernementale aussi, ça marche, il faut pouvoir, à un moment ou à un autre, déposer cet algo dans un système de processus, dans une organisation. Et donc là, ça demande une intégration. Et là aussi, on insiste beaucoup, l'intégration, elle ne doit pas être que technologique d'un point de vue SI, souvent, elle doit être aussi humaine. Et donc, la culturation, la formation font partie de ce troisième pilier et peuvent même parfois créer un quatrième pilier qu'on aborde. Et donc, c'est ce quatrième pilier-là sur lequel on va vous présenter un petit peu toutes nos convictions et un peu nos retours d'expérience dans le monde des grandes entreprises et des moyennes entreprises, parce qu'on intervient aussi beaucoup avec la BPI sur des comptes qui sont des ETI françaises et qui, eux aussi, voilà, il n'y a pas que les grands groupes qui se saisissent de ce sujet. Il y a aussi les ETI françaises qui sont extrêmement dynamiques et qui ont l'avantage finalement d'avoir un rapport assez hiérarchique à la chose. Et donc, c'est souvent sous l'impulsion d'un CEO qu'on crée des mouvements assez rapides d'appropriation de cette IA. Voilà, donc en quelques mots, notre proposition de valeur. Oui, juste peut-être pour dire, côté algorithmie, nous, on a spécifié 5 grandes branches de l'algorithmie. La première, c'est évidemment Time Series, vous connaissez si vous êtes un peu du secteur, le traitement de texte aussi, le computer vision pour les images. Et on en a rajouté une quatrième qui monte très très fort aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait Reliable AI. C'est que finalement, il ne s'agit en rien aujourd'hui de ne faire que des algos qui soient performants. Encore faut-il qu'ils soient compréhensibles, encore faut-il qu'ils soient responsables. Et donc, dans cette expertise Reliable AI, on vient traiter de tous les sujets qui sont une espèce de surcouche d'algorithmie pour mieux faire comprendre les algos, qui soient frugaux, qui soient responsables, qui soient éthiques, etc. etc. Donc, c'est une sorte de couche qui marche très fort en ce moment parce que les premières tendances ont été finalement des tendances qui ont consisté à mettre des algorithmes qui étaient assez black box. Et aujourd'hui, on voit bien, sous l'impulsion d'une Commission européenne extrêmement experte et extrêmement performante sur ce sujet, vient exiger de la part de tous les acteurs économiques et gouvernementaux, évidemment, que cette surcouche soit de plus en plus performante. Et là, nous, on constate vraiment une accélération très forte de toutes les missions sur ce sujet pour venir éclairer un petit peu des algos qui restent quand même assez obscurs dans la plupart des cas.
Voilà pour nous, en tout cas d'un point de vue purement proposition de valeur du groupe Quantmetry. Maintenant, on va rentrer un petit peu sur la présentation de l'Institut Quantmetry en tant que tel, c'est-à-dire notre quatrième pilier formation avec les convictions qu'on y porte et surtout quels enseignements on est amené à apporter à nos clients pour une accélération de l'appropriation de l'IA. Je passe la parole à Mathilde, Marion et je crois Nicolas dans la foulée. Merci Thibaut. Juste un petit test. Non, c'est bon, tout le monde m'entend bien. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Mathilde Guillain. Je suis chargée donc, de formation à l'Institut Quantmetry, que je vais donc vous présenter pendant quelques minutes. Donc, comme le disait Thibaut, c'est donc un institut de formation, bien sûr, connu via Quantmetry, parce qu'on a toujours chez Quantmetry, on a toujours eu en fait à cœur de faire une montée en compétences, que ce soit en externe ou en interne. Donc, quand on parle d'interne, nous, en fait, on fait pas mal de formations pour, par exemple, les juniors qui montent en formation. En termes d'externe, on a créé des meet-ups, notamment Paris Data Ladies et ce genre de choses, où on fait également donc, des webinaires pour sensibiliser un petit peu différentes audiences aux use cases un petit peu data. Et donc, depuis toujours, Quantmetry a eu envie de former donc, ses clients. Et donc, depuis quelques années, on a donc ouvert la marque l'Institut Quantmetry. Donc, à ce jour, on est en quelques chiffres, un peu plus de 1500 stagiaires formés donc, en entreprise. On s'appuie donc principalement sur les formateurs qui sont également donc, les consultants experts de chez Quantmetry. Donc, bien sûr, il n'y a pas donc, les 130 collaborateurs de Quantmetry qui sont formateurs, mais en tout cas, les personnes qui sont bien experts sur leur sujet pour pouvoir donc partager au mieux les retours un petit peu de tout ce qui se fait en entreprise ou chez nos clients ou en mission. Donc, on a également à peu près une centaine donc, de modules de formation. Bien sûr, c'est toujours amené à modifier et à grandir dans le sens où, de toute façon, la data, ça bouge. Donc, les modules de formation, bien sûr, suivent un petit peu cette tendance où il y a un énorme développement sur tous les sujets un petit peu data. Donc voilà un petit peu quelques logos de clients avec qui nous travaillons donc, depuis quelques années, donc Danone, Air Liquide, EDF, l'HS, etc. Donc je vous parlerai un petit peu dans les slides suivantes qu'est-ce que l'on a fait avec ces clients en termes d'approche pédagogique et notamment donc, les parcours de formation. Donc, pour présenter un petit peu, nous, généralement, les formations que nous proposons, elles s'adressent donc plutôt à 3 cibles majeures. Donc, tout ce qui est donc, les managers avec donc, un enjeu de former sur la construction des roadmaps data, sur la gouvernance de la donnée ou la gestion de projets data. On s'adresse aussi donc à la cible un petit peu IT Data Lab, où là, on est beaucoup plus dans des sujets techniques avec donc, les notions donc, de data science, d'architecture, data engineering, pardon, et également donc, les users de la donnée. Et là, donc, on va parler également donc, de data science, de gouvernance de la donnée et tous les aspects donc, RGPD qu'englobe donc la donnée. En termes de maturité par rapport à nos clients, donc c'est vrai qu'on peut tant faire de l'acculturation avec des sujets un petit peu sur l'éveil en data science, etc., pour des profils un petit peu managers, mais qui ne manipulent pas forcément ou la donnée, mais qui en tout cas ont des personnes avec qui ils collaborent, qui le traitent. Et du coup, ça permet quand même de faire une montée en compétences globale de tous les managers d'une entreprise pour au moins avoir des bonnes notions en data science. On fait également donc de l'acculturation / gestion de projet pour les personnes un petit peu plus dans le métier, donc qui sont à même de manipuler de la donnée. Et donc, Data Lab, c'est là vraiment les personnes qui sont dites dans le dur de la data et qui manipulent à 100% la donnée. Et comme l'expliquait donc tout à l'heure Thibaut, dans l'aspect modélisation, avec nous, toutes les expertises que l'on connaît chez Quantmetry, on le propose également donc de faire des formations et de l'upskilling et du reskilling sur du time series, du NLP, de la computer vision, etc. Donc, on s'adresse vraiment en termes de catalogue de formation. C'est vrai qu'on va soit de la formation d'initiation, d'éveil, etc., à vraiment des sujets beaucoup plus techniques. Et c'est vrai que le fait d'avoir donc comme formateur des experts qui travaillent la donnée en fait au quotidien, ça nous permet vraiment d'avoir des formations, on va dire state of the art, dans le sens où il y a énormément de partage d'expériences qui se font donc dans nos modules de formation.
Concernant donc nos principes pédagogiques, on essaie toujours en fait de mixer donc pratique et théorie, dans le sens où on est plutôt, on va dire, entre du 60-40 ou 70-30, entre donc 60% de la théorie et 30 et 40% d'exposés, de TP, d'exercices pour s'assurer en fait de la bonne montée en compétences de chaque collaborateur. On fournit donc évidemment toujours les slides un petit peu en amont de la formation. Comme ça permet déjà aux personnes de lire un petit peu les slides et évoquer donc tout de suite en séance s'il y a des questions qui émergent directement pour avoir aussi une certaine adaptation des formations par rapport à l'audience qui suivent celle-ci. Et donc, on a dû aussi se réadapter un petit peu grâce, enfin, ou plutôt grâce ou à cause, je ne sais pas, mais la Covid, où dans le sens, on proposait, nous, généralement des formations plutôt en physique, donc soit chez nos clients ou soit directement dans nos locaux, donc à Paris, à Concorde ou, enfin, c'était plutôt à Concorde ou Opéra. Donc voilà, en termes de réadaptation, on a ajusté donc en faisant beaucoup plus de pauses, beaucoup plus d'icebreakers, beaucoup plus en fait de méthodos qui ont changé dans le sens où c'est vrai que ça peut être un peu plus difficile d'assurer une formation de manière digitale et surtout de suivre bien la montée en compétences de chaque participant. Mais voilà, on a mis énormément d'outils en place, donc comme les quiz ou même le fait de pouvoir parler assez régulièrement avec les formateurs permet quand même d'avoir un certain contact, même si ça reste un contact digital. Voilà, le fait d'être 100% interactif avec le formateur nous permet quand même de garder, on va dire, un œil sur la montée en compétences de chaque personne. Et puis, voilà, on a un accompagnement terrain comme je pouvais vous le dire. Donc, généralement, les formateurs, ce qu'ils font, donc, bien sûr, on allie toujours théorie et pratique. Mais dans la partie théorie, on a quand même un partage donc, des best practices de nos experts. On s'adapte donc au quotidien, au retour que l'on peut avoir donc, des personnes qui sont formées. S'ils ont besoin d'axer plus sur un sujet ou un autre, on s'adapte toujours aux besoins du client, parce que notre maître mot, généralement, quand on propose des gros cursus, des gros parcours de formation, c'est d'ajuster et de faire donc du sur-mesure. Donc, on essaie de le faire de jour en jour. On met également donc, à disposition une bibliographie donc, auprès des participants, que ce soit donc, des articles de blog en lien avec la formation, que ce soit des MOOC s'ils veulent eux-mêmes se faire une montée en compétences de manière autonome, ou on leur partage également donc, des articles de blog de Campmetry ou d'autres sociétés, et aussi donc, un petit peu la veille que nous, on a pu faire. Donc voilà, on essaie toujours de donner clé en main un maximum d'outils pour que les personnes puissent avoir une montée en compétences assez significative. En termes de parcours de formation par métier, donc c'est vrai que nous, la manière dont on construit un petit peu nos Data Academy, dans le sens vraiment Data Academy à grosse ampleur, on propose donc une étendue de parcours de formation par profil dans la data science, que ce soit donc data modeler, data scientist, que ce soit plutôt un junior, un confirmé, un data engineer, etc. Et en fait, de par les différentes data academy en fait, que l'on a pu faire chez nos clients, on a découlé donc généralement différents modules où on s'est dit que chaque parcours de formation, il y a une typologie donc, de modules à suivre pour vraiment avoir un aspect upskilling dans les compétences en data science selon la typologie de profil. Pour vous donner un exemple, par exemple, là, on avait donc le profil data scientist où on élabore donc généralement une fiche de poste avec les différents objectifs de ce poste. Et du coup, on réfléchit à comment faire une montée en compétences de ce profil. Et à la suite de ça, donc, on décrit, voilà, on est un data scientist et on veut peut-être plus tard devenir un futur MLE. Donc, on distingue généralement différents modules qui permettent donc de faire de ce data scientist une grosse montée en compétences pour devenir un futur MLE. Dans ce sens, enfin voilà, ce sont nos exemples. On le fait donc généralement chez tous les profils que nous, on connaît, donc que ce soit aussi data owner, data steward, data modeler, enfin tout ça, ce sont des profils que l'on connaît, que l'on a aussi en interne, donc on sait très bien quels sont leurs challenges, les enjeux et leurs fiches de poste.
Et voilà, c'est vrai que ça nous permet déjà de vous proposer au mieux des parcours de formation sur mesure par rapport à ce que vous souhaitez comme montée en compétences. Voilà, il y avait également un exemple pour Data Owner, c'est toujours la même logique, donc une description du poste avec ses objectifs un peu de poste, Data Engineer également. Donc voilà, comme je vous le disais, on fait ça sur pas mal de jobs différents qu'il y a sur le marché de la data. Et peut-être donc pour vous donner un petit peu des exemples de formations ou de parcours que l'on a pu donc faire chez nos clients. Chez Campmetry, on appelle ça donc les Camp Stories. Pour exemple, voilà, on travaille avec un de nos clients depuis maintenant 4 ans sur des sujets d'upskilling et de reskilling de leur équipe data. Et voilà, donc tous les ans, on a à peu près une vingtaine de personnes que l'on fait monter en compétences, donc le terme upskilling, sur des sujets donc, de gestion de projets data, sur par exemple le langage R, on le fait en 2 niveaux, donc si on est plutôt niveau intermédiaire ou on est plutôt au niveau de l'éveil, on le fait également pour le langage Python, et R d'ailleurs, je crois que je viens de le dire, et sur les aspects donc machine learning. Donc voilà, c'est une demande que l'on a assez régulière, notamment sur l'introduction à la data science et les gestions de projets. Donc, ce sont vraiment des fortes demandes que l'on a chez nos clients. Et donc, voilà, on essaie toujours d'adapter évidemment tous les TP de ces formations d'introduction à la data science et gestion de projet aux un peu use case que rencontrent les entreprises dans leur secteur d'activité. Donc voilà, là, on est plutôt sur, on va dire, une envergure moyenne de formation, dans le sens où on ne parle pas de Data Academy, mais plutôt de briques, de modules que l'on propose à nos clients. Et on fait également donc la création et l'animation de Data Academy. Et là, donc pour le coup, on est vraiment sur un projet d'envergure, dans le sens où là, par exemple, avec ce client-là, nous sommes donc sur un partenariat de 2 ans sur une Data Academy pour faire monter en compétences plus de 100 personnes. Et donc, pour cette Data Academy, on a fait donc différentes phases. On a fait une phase de cadrage où là, en fait, on s'est assuré du nombre de profils qu'il fallait faire monter en compétences et donc affilier à chaque profil un parcours de formation, comme je vous l'ai expliqué en amont, avec donc un parcours est égal à, ça peut dépendre, mais ça peut être 30 jours de formation, comme ça peut être une dizaine de jours. Tout dépend un petit peu de la demande du client. Donc, on a une phase de cadrage qui est hyper importante dans ce genre de Data Academy, parce que c'est ce qui nous permet vraiment de cadrer et de donc complètement répondre à la demande du sur-mesure et de la montée en compétence de chaque collaborateur pour chaque profil. Et ces Data Academy, voilà, c'est un petit peu, on va dire, un projet qui est très phare en ce moment et sur lequel on se développe de plus en plus chez nos clients, donc que ce soit des clients dans l'agroalimentaire, banque, assurance, etc., où vraiment on note un réel besoin en fait, de faire un montée en compétences de différents profils, notamment sur des profils un petit peu data owner, data manager et data steward, qui sont peut-être des profils un petit peu plus jeunes en termes de seniorité dans la data science, et c'est toujours très intéressant en fait, de les faire monter en compétence sur ces sujets, parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui est très connu de toutes les entreprises. Donc voilà un petit peu globalement pour les aspects Data Academy. Je pourrais vous en parler encore d'autres Data Academy, mais c'est vrai que généralement, voilà, le process reste le même, c'est qu'on a une grosse phase de cadrage où on s'assure en fait du besoin client et notamment les objectifs pédagogiques et les montées en compétences qui doivent être réalisées avant donc de faire l'animation des formations. Et à titre d'information, donc voilà, cette Data Academy-là, on le fait en full digital. Ça se passe très bien. On a mis pas mal d'outils en place, notamment, on utilise Teams, mais on utilise des sites comme Miro, etc., pour justement faire du brainstorming tous ensemble. Donc voilà, c'est des outils qu'on utilise assez régulièrement en format digital. Et on a d'autres Data Academy où là, on s'adresse à une cible, si je peux dire, all around the world. Donc, tous nos modules de formation, notre parcours, etc. Donc, tout est en anglais. Donc, on peut s'adresser tant à des personnes, on va dire, entreprises françaises, que à des entreprises qui sont complètement internationales.
Si juste, je prends un peu une question là au fil de l'eau, notamment sur la distinction entre data engineer et data manager. Voilà, quelle distinction est-ce que vous faites? C'est une question d'Esteban. En termes de métier? En termes de métier, oui. Alors, je pense, peut-être que Thibaut, tu pourras, mais je ne sais pas si Thibaut est là, il pourra peut-être m'appuyer dans l'idée, mais Oui, je suis là, vous m'entendez ou pas? pardon, ouais, tout à fait. Je l'ai mis en mute sans vidéo, mais oui, oui. Alors, c'est deux métiers différents. Le data engineer, c'est celui qui va construire à la fois les pipes de données qui vont alimenter les data lakes et les algos en question. Hein. Donc, c'est celui qui va mettre un petit peu en place le data ops ou alors mettre en place la pipe de données dans le cas d'un POC. Hein. L'implémentation, oui. Va être le carburateur de la donnée, c'est lui qui va le construire. Alors, après, il y a une sémantique et il y a une différence sémantique. C'est pour ça que je trouve la question très bonne sur data manager. Aujourd'hui, hormis data scientist et data engineer sur lequel à peu près tout le monde s'accorde, en matière de gouvernance de données, les terminologies sont extrêmement différentes et une même terminologie peut vouloir dire des choses complètement différentes dans les organisations. Alors, bon, je vais vous dire notre interprétation à nous, mais encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est la fonction et non pas le titre. Le data manager, lui, ce qu'il va faire, en tout cas dans notre dénomination, il va déjà intervenir dans le champ de la gouvernance de la donnée, qui n'a plus rien à voir avec data engineer, plus rien à voir avec data science d'un point de vue technologique. C'est souvent un poste qui est occupé par quelqu'un à part-time. Il a par ailleurs une autre fonction dans l'entreprise. Hein. Il occupe à 10-20% cette fonction de data manager. Et lui, son rôle, ça va être à un moment ou à un autre, d'un point de vue métier, de s'assurer de la qualité, voire peut-être demain de la disponibilité des données, voire peut-être demain de l'éthique de l'utilisation de ces données. Voilà, donc ça, c'est notre définition. Encore une fois, vous allez pouvoir, dans certaines entreprises, voir des entreprises qui appellent ça plutôt le data owner, c'est-à-dire celui qui, d'un point de vue métier, s'occupe à la fois de la qualité, de la gestion de la qualité, du plan d'amélioration de la donnée en général. En parallèle de ça, donc lui, il est MOA de la donnée, d'un point de vue de la gouvernance et de la qualité. Il y a ce que l'on appelle aussi un data scientist qui peut porter un data steward, excusez-moi, qui peut porter ce nom, mais qui peut en porter un autre, et qui est lui finalement le MOE de cette gouvernance de la donnée, c'est-à-dire il va mettre en place, il va coder tous les plans d'action que le data manager, ou appelé parfois aussi data owner, va lui demander. Et encore une fois, attention, à la fois, ces postes peuvent être très poreux suivant les organisations en prise et leurs dénominations aussi peuvent varier d'une organisation à une autre. Donc, il est systématiquement important de demander ce que ces dénominations de data owner, data steward, data manager, etc., et il y en a plein d'autres, veulent dire parce qu'il n'y a pas, je dirais, d'unification, de standardisation de la dénomination. Ça va venir, mais pour l'instant, tout le monde se cherche un petit peu. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? On espère. Je ne vois pas le chat, moi, alors du coup, je ne sais pas trop. Esteban nous répond que c'est parfait. Voilà. Merci, Esteban. Merci. Bon, bah, super. Je ne sais pas si tu voulais poser peut-être une autre question. Enfin, je ne vois pas du tout le chat, alors je ne vois pas s'il y avait d'autres interrogations. Il n'y a pas d'autres questions à ce stade. Voilà. Ok, parfait, ça marche. Bah, en tout cas, voilà pour cette dernière slide, c'était pour vous présenter un petit peu, nous, en termes de clients, ou en tout cas, quelle typologie de clients on accompagne. Donc, on accompagne notamment les instituts de formation type Segos, CGFOS, pour justement, dès l'instant qu'ils ont une demande ponctuelle sur les sujets data science, comme on est plutôt positionné comme des experts du sujet, c'est vrai qu'ils ils font appel à nous généralement pour assurer donc les formations un petit peu ponctuelles. On accompagne également des écoles dans la montée en fait de programmes sur des sujets donc data science ou du big data, et donc on accompagne donc toutes les entreprises qui souhaitent faire une montée en compétences soit de manière un peu ponctuelle ou comme je vous le disais, donc de créer des data academies pour faire une montée en compétences de toutes les personnes qui ont un métier en lien avec la data dans leur entreprise. Voilà, donc c'est tout concernant l'Institut Quantmétrie. N'hésitez pas en tout cas à poser vos questions dans le chat. Je pense que Maxime a la visibilité dessus pour les poser.
Et puis, je vais passer donc la main à Marion et Nicolas pour présenter donc la Iota Academy. Ah, j'ai peut-être pas la bonne version, je vois ça. En effet. Je vais rapidement arrêter hop, le partage et je vais regarder si j'ai bien la bonne. Hop, ça va être très rapide. Hop, désolée pour ça, je pensais que c'était la dernière. Pas de problème, c'est pas mal. Ça fait une petite pause dans la masse d'informations qui a déjà été échangée. C'est ça, mais si vous voulez, je peux vous laisser vous présenter. Oui, voilà, exactement. J'allais dire, je vais profiter de ce petit temps pour me présenter. Et puis, je laisserai mon collègue Nicolas se présenter également. Donc, Marion Verborg, je travaille également chez Comptmetry comme chef de projet stratégique. Et il se trouve que je travaille sur la Iota. Je dirige en binôme avec Nicolas la Iota. Et ma participation est plus sur des aspects opérationnels, administratifs, financiers, juridiques, etc. Tandis que Nicolas, qui je donnerai la parole un petit peu plus tard, s'occupe des aspects plus de direction pédagogique, de contenu des programmes et de relations avec les professeurs et les étudiants. Merci Mathilde. Du coup, on est bon, c'est parti. Donc, la Iota Academy, qu'est-ce que c'est? La Iota Academy, c'est une école. C'est vraiment une structure qui est indépendante, mais qui cependant a bien été conçue et développée à l'intérieur du Quant Village, dans notre écosystème Comptmetry, mais qui est une approche complémentaire de l'Institut. La Iota Academy existe depuis 2 ans, a été créée, conçue il y a 2 ans et est en service depuis 1 an. Donc, ça veut dire que ça fait 1 an qu'on diplôme, qu'il y a la graduation des étudiants qui sortent de la Iota Academy. On peut passer à la slide suivante. Donc, du coup, voilà, moi-même et Nicolas, on peut passer. Donc, qu'est-ce que c'est que la Iota Academy? La Iota Academy, c'est une école qui est spécialisée sur les métiers de la data tech, de la data et de la tech. Aujourd'hui, on commence à voir notre avance un petit peu rattrapée, mais à l'époque, quand elle a été conçue, c'était la seule et première formation qui formait des machine learning engineers. Donc, on a déjà vu ce concept et Nicolas reprendra plus en détail ce qui rentre vraiment dans la banette ce qu'on appelle nous le MLE. Et donc, quand la Iota a été créée, cette formation n'existait pas. C'est-à-dire qu'on avait eu un boom sur le métier du data scientist. Beaucoup de formations, de masters, d'écoles proposaient des formations orientées DS. Mais finalement, on a vu qu'il manquait une petite brique. Et cette petite brique amenait en fait au profil de MLE. Et c'est vraiment cette mission que s'est donnée la Iota de former des MLE. Je pense que l'état d'esprit quand la Iota a été créée, c'était justement cet esprit pionnier. C'est vrai qu'on était dans l'écosystème de Comptmetry, qui a également un positionnement assez pionnier sur le secteur de la data. Et donc, l'idée, c'était vraiment de rester dans cette idée. On a développé 2 tracks. Le premier, c'est le MLE Bootcamp. J'insiste bien sur le concept de bootcamp. On est en mode piscine, c'est un peu H24. Ça dure 4 mois, c'est full-time. Ça fait une belle expérience pour les étudiants. Il faut apprendre vraiment à bien travailler en équipe, à se serrer les coudes. Et il s'agit en fait de passer de savoir coder un peu à être très robuste sur l'industrialisation des modèles. Donc, c'est un programme très complet, à l'état de l'art, et construit aussi par des experts de la data science. Le deuxième programme dont je souhaiterais vous parler, c'est le MLOps, qui est en fait un module décroché du MLE, c'est-à-dire que c'est une partie du MLE. Donc, on est sur un programme qui est plus court, un programme à temps partiel. Donc, concrètement, comment ça s'organise? C'est tous les vendredis pendant 3-4 mois. Ce qui permet au fait aux personnes qui sont en poste de pouvoir suivre cette formation, tandis que le MLE Bootcamp 4 mois full s'adresse plutôt à des personnes en reconversion, en transition entre 2 emplois, etc., et qui ont vraiment le temps à accorder à cette grosse formation. On est très heureux puisque depuis quelques semaines, on a reçu le titre RNCP. C'est quelque chose qui est important pour nous, qui est important pour nos clients, pour nos alumni, pour nos futurs étudiants. Le titre RNCP, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les personnes qui font le programme MLE sont diplômées au niveau Bac plus 5, c'est le niveau 7 du RNCP, donc c'est l'équivalent d'un Master 2 reconnu par l'État. À ce jour, on a diplômé 3 promotions de MLE et 2 promotions de MLOps. Cette école a été créée à partir d'une intuition. L'intuition fondée sur nos observations, c'est-à-dire que Comptmetry est un cabinet de conseil. Ça veut dire que nos clients sont des entreprises, c'est-à-dire que nos consultants vont sur le terrain et ils voient avec les clients les problèmes rencontrés. Et à partir de là, on en est arrivé au constat qu'en fait, il y avait un décalage entre les attentes justement de nos clients et les compétences qui étaient développées par les formations en présence sur le marché. Et donc, en effet, on s'est rendu compte que DS,
entre guillemets, ce n'était plus assez et qu'il y avait vraiment un besoin de mettre en production les modèles, de les implémenter, de les faire fonctionner, aussi de les maintenir et tout ça dans les règles de l'éthique de l'IA, qui est un sujet aussi très poussé au niveau de la réglementation européenne. Et donc, face à ce décalage, on s'est dit que là, il y avait un trou et que l'IOTA pouvait le combler en proposant cette formation. Quelque chose qui est important aussi, c'est que, non, voilà, sur cette slide, merci, c'est que ce sont nos consultants majoritairement qui sont les formateurs de l'IOTA. Et par là, on essaye un peu de relier tous les mondes, à la fois celui du business, les besoins des entreprises, celui de la recherche, on a un gros département R&D chez Comptmetry, et celui du conseil qui fait déjà un peu le pont entre les deux, puisque par leur présence chez les clients, ils peuvent identifier ce besoin. En fait, nos consultants, du coup, ne sont pas que des consultants, ce sont des consultants enseignants. Et de là est la richesse de l'IOTA, c'est-à-dire que, un peu comme ce qu'a présenté Mathilde sur l'Institut Comptmetry, on n'est pas sur un enseignement purement technique. On est vraiment sur des personnes qui sont sur le terrain le reste du temps quand ils sont en mission chez les clients, qui voient les problèmes avec les clients, qui réfléchissent avec eux sur comment trouver les solutions pour y répondre. Et c'est de là la richesse des programmes de l'IOTA, c'est d'avoir vraiment des enseignants qui sont actifs, entre guillemets, et qui ne sont pas juste dans une très belle théorie, mais qui finalement seraient un peu durs à mettre en œuvre par la suite. Donc, on est vraiment à l'état de l'art avec des consultants enseignants sur des cas d'usage, de l'expérience terrain et surtout, ce qu'on a essayé de créer dans cette institution, c'est un très beau lieu de partage et d'échange parce que pour nos enseignants, on pense que c'est très riche de rencontrer les étudiants. Pour les étudiants, c'est une vraie richesse de rencontrer les consultants, de pouvoir parler de futurs profils de carrière, etc. Donc, on est vraiment aussi sur un lieu de partage et ça, c'est important pour nous. Je terminerai juste sur un point qui est important, c'est notre proposition de valeur. Elle est très forte et on en est très fiers, c'est que tous nos étudiants qui sont passés par l'IOTA ont trouvé du travail. Et je dois dire que la première promotion a commencé le 10 mars 2020, soit une semaine avant le premier confinement, qu'on a utilisé Discord, une plateforme de gaming, et que tout l'enseignement en distanciel s'est très bien passé, et qu'avant même la fin de leur diplôme, ils avaient tous trouvé un job, alors qu'on ne peut pas dire que le marché était au top. Donc, on est confiant qu'on répond à un besoin, qu'on est au bon endroit au bon moment, et voilà, que notre positionnement est juste. Je vais donner la parole à Nicolas qui pourra vous parler plus en détail du contenu des programmes. Et donc, c'est le slide d'après. Super. Vous m'entendez? Vous me voyez? Ok, bon, super. Donc, oui, donc très rapidement, donc, je me présente. Je suis directeur scientifique chez Comptmetry. Donc, j'anime le Quantlab, qui est donc l'endroit où Comptmetry développe ses projets R&D très amont et plus D parfois, donc pour développer des applications, des codes open source. Là, il y en a un qui vient de sortir aujourd'hui sur scikit-learn, donc pour faire l'incertitude de modèles. Donc, j'en profite pour évoquer ça. On est très content de pouvoir partager ça avec la communauté. Et bien sûr, en complément de cette activité de direction scientifique et d'accompagnement assez dense sur les enjeux techniques et scientifiques des missions et des projets R&D de Comptmetry. Donc, je m'occupe du volet pédagogique de l'IOTA et donc, ce qui était vraiment intéressant et le challenge qu'essaie de résoudre l'IOTA en formant les bons profils, c'est cette histoire-là qui permet de passer d'un réservoir de données pas forcément très facile à exploiter à un utilisateur final qu'on voit tout à droite qui utilise une application d'IA. Et donc, entre les deux, il y a maintenant plein de métiers qui commencent à être bien identifiés. Donc, le data architecte et les data engineers qui sont comme l'évoquait donc Thibaut, on met une plateforme, on met en place des tuyaux, des data lakes pour pouvoir structurer et commencer à exploiter cette donnée-là, commencer un peu à l'amener aux endroits où elle va être transformée en modèle. Et de l'autre côté, il y avait le data analyst qui identifie les bons indicateurs, les bons paramètres, qui conçoit des dashboards pour pouvoir aider au pilotage à la décision. Et avant ça, donc au milieu, il y avait un data scientist qui était un peu une sorte de couteau suisse ou d'homme à tout faire, qui devait quand même essayer de répondre à des besoins métiers plus ou moins clairement bien définis, mais surtout trouver le bon modèle qui allait renverser la table et après le mettre en production. Et en tout cas, il fallait ce modèle qui avait été développé, réussir à le mettre en production, à aller voir une DSI pour que celui-ci soit utilisé chaque jour dans le contexte dans lequel il avait été imaginé.
Et là, il y a quand même des enjeux très spécifiques et notamment, il y a celui de se plier au mode de fonctionnement du SI, au mode de fonctionnement donc, du DevOps, qui est maintenant le mode normal d'utilisation et de développement de nouvelles applications et de nouveaux services. Et là, il y a tout un ensemble de compétences spécifiques pour pouvoir transformer ce POC et un notebook en finalement une vraie application qui pourra être gérée, managée par des équipes en temps réel, qui pourra être réentraînée à la faveur d'événements spécifiques qui ont été détectés, de dérives de modèles, de dérives des données, de changements de version. Donc, et ça, ça requiert donc une connaissance fine des modèles de machine learning, de la manière dont ils sont construits, élaborés et alimentés par les données, et aussi une bonne connaissance des processus de DevOps et de ce qu'on a appelé finalement MLOps, qui permettra d'en faire la mise sous contrôle et la maintenance en temps réel. Donc, on peut peut-être passer au slide d'après. Voilà, alors, je pense que quand même la formation ML Engineer, elle assume clairement le côté geek de son contenu et de la manière dont c'est mené, où en fait, ce dont on parle et les profils auxquels on s'adresse initialement, donc c'est des profils, on va dire, assez jeunes, une forme de constat d'échec, en tout cas, d'un système de formation initiale hein, qui peut former des data scientists de qualité grâce à l'écosystème français qui est plutôt bon sur les aspects maths info, mais qui, in fine, n'est pas en capacité à donner des outils techniques, industriels et professionnels pour permettre, une fois qu'on a fait son joli algo, de le mettre en production. Donc, il y a vraiment cette base-là de personnes donc, assez jeunes, donc, qui peuvent sortir d'école ou alors qui ont eu une première expérience, qui ont été autour de la data, qui ont, qui ont commencé à vouloir faire des choses, qui se sont rendus compte qu'elles avaient développé des modèles, mais que voilà, peut-être au deuxième POC qui ne marche pas, qui ne passe pas en prod, une forme d'agacement, ou en tout cas qui se disent bien que l'IA maintenant, ça se passe ailleurs, qu'il y a ces grands providers GCP, AWS, Azure, qui proposent des outils très puissants et qui sont en fait ceux qui sont utilisés pour la production, et donc sur lequel il leur manque des briques pour pouvoir être pertinent et pour pouvoir agir et avoir une IA qui contribue et qui a un impact. Alors, pour aller jusqu'à donc, cette capacité à délivrer un système en production, donc on a imaginé donc, une formation en 5 blocs, donc avec une première branche hein, qui est donc une branche de basique de remise à niveau où là il s'agit d'apprendre ce que c'est Git, d'apprendre ce que c'est que du bash et du système, et évidemment c'est d'apprendre à faire du Python et à commencer à programmer, de faire du clean code en Python, un peu programmation orientée objet en Python, etc. Avoir une bonne maîtrise de la gestion de la donnée, des bases de données, évidemment, et en même temps d'avoir des rappels des fondamentaux de mathématiques pour le machine learning, parce que quand même le machine learning, il y a quand même énormément de maths, donc il faut être très clair là-dessus. Donc il y a une grosse phase de clarification où on rebétonne bien sur des fondamentaux, et il y a un mode très piscine, donc effectivement 3 semaines assez intenses, avec beaucoup de TD, de petits DM à faire comme ça, pour histoire de bien se mettre en ordre de marche. Et après, il y a donc un deuxième très gros bloc qui se met en place, qui est un bloc data science, dans lequel il y a en fait le réapprentissage, en tout cas à représenter les modèles de machine learning dits classiques. Donc c'est, on va dire, les modèles d'ensemble, arbres, etc., qui sont très couramment utilisés dans beaucoup d'applications. Et évidemment, donc le deep learning et les applications computer vision et NLP, qui sont des modèles spécifiques, qui supposent quand même des techniques d'entraînement assez particulières, qui ont des ressources, qui demandent des ressources assez importantes. Et donc, tout ça est revu en détail avec l'idée qu'il faut quand même avoir une compréhension correcte de ce qu'est entraîner un modèle, de ce qu'est les propriétés mathématiques qu'il faut contrôler avant d'imaginer, dire que le modèle est bon et qu'on puisse le mettre en production. Donc, à l'issue de cette branche-là, il y a donc un projet qui est fait
un projet ML où on vous donne des données, on vous met en face de vous un data scientist qui joue le rôle du client, pas forcément toujours très explicite tant qu'est-ce qu'il attend. Et donc, c'est développer le mieux possible et valider un modèle de machine learning et de le remettre avec un certain nombre de contraintes qui sont à respecter et une explication à fournir aux clients qui sont satisfaisants. Ensuite, démarre la branche 3, la branche 3 qui est donc proprement l'engineering, qui est vraiment la partie industrialisation, où là, il y a une grosse couche sur ce qu'est Docker, ce qu'est l'intégration continue, ce qu'est le développement continu, ce qu'est donc le cycle de vie des modèles géré avec MLflow, les enjeux de parallélisation, Spark. Donc tout ça, c'est des choses qui sont vraiment mises en avant, dans lesquelles on apprend toutes ces briques-là et à travailler avec elles. Donc, c'est vraiment un point qui est critique là-dessus et qui est mis en œuvre au travers d'un projet qui est en fait le projet un peu phare, où le premier projet qui consistait à faire un joli modèle de ML bien propre et bien compris, là, c'est porté en industrialisation, le plus proche de l'industrialisation possible. Et donc, c'est limite, on oublie complètement les performances, c'est plus ça qui est important. L'idée, c'est maintenant, l'IA, ça va être une application ou un service qui va être utilisé. Il faut qu'en tant qu'MLE, vous soyez capable de tamponner ça, mais malgré tout, c'est vous qui êtes en charge d'avoir quelque chose qui tourne. Et on vous donne tous les éléments pour pouvoir intégrer. En complément, enfin, il y a ce qu'on appelait les soft skills. Donc, on a un peu en tête la formation pluridisciplinaire un peu à l'ingénieur, mais c'est de dire, bon voilà, il y a une composante technique qui est très forte, certes, mais c'est forcément dans un contexte sociétal, dans un contexte organisationnel. Et donc là, il y a donc un aspect, donc pour l'aspect sociétal, RGPD et éthique. Donc RGPD, de toute façon, c'est du légal. Au niveau éthique, donc il y a la régulation européenne qui commence à clarifier, à donner des indications très claires sur ce qu'il faut faire au niveau de l'éthique, des biais, et donc la sélection des différentes, enfin comment on gère les données. Et il y a évidemment apprendre à faire de l'agile, donc à s'intégrer, donc passer de l'agile, DevOps, MLOps, DataOps, et ensuite la méthodologie d'industrialisation qui est inhérente à la réalisation d'un projet avec succès. Peut-être je pourrais rajouter un petit truc que dans la branche 2, il y a aussi un projet pour le fun qui est un projet foufou à base de deep learning, où là, c'est s'amuser à aller assez profondément dans un modèle soit de NLP, soit de computer vision, pour essayer vraiment de malaxer les idées un peu, voilà, un peu révolutionnaires qui ont quand même beaucoup changé l'IA depuis 5 ans, enfin même, on va dire depuis 10 ans. Voilà, donc on vous permet de faire ça aussi. Est-ce que je pense qu'on peut passer au slide d'après. Voilà, super. Donc ça, c'est les profils des individus donc de la première promo, donc des individus donc de nos premiers étudiants. Donc bon, c'est à peu près ce que je vous ai dit. Donc c'est des profils plutôt ingénieurs, en tout cas avec une non. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une grande curiosité scientifique, une grande curiosité pour le technique et une capacité à apprendre et à travailler de manière intense assez forte. L'idée, c'est bon, souvent, et les profils en fait qui sont présentés à nous, avec lesquels on a senti un bon fit, c'était des gens qui se mettaient à la donnée, qui commençaient à se poser des bonnes questions, mais qui ont identifié qu'il leur fallait peut-être 2 ans ou 3 ans pour commencer à maîtriser et à atteindre le niveau qu'elles voudraient avoir en termes d'exigence et de maîtrise et d'autonomie par rapport à la donnée. Et ce qu'elles attendent de nous, c'est en 4 mois, d'avoir en face des pros, des experts qui leur disent, écoutez, ça c'est bullshit, ça c'est secondaire, ça c'est prioritaire, et c'est ça un bon mode de travail, c'est comme ça qu'il faut délivrer un projet. Alors, on peut en déroger un petit peu selon un contexte, mais les bonnes pratiques sont celles-ci, et ne vous perdez pas dans des ramifications, des subtilités. C'est celles-ci qui sont les meilleures. C'est comme ça qu'en 4 mois, on est capable d'avoir des profils opérationnels qui sont capables de faire de l'industrialisation. Donc, on est vraiment là en soutien et embarquer finalement donc ce groupe de yachters, de les embarquer après dans l'écosystème Quantmetry, sachant que effectivement en phase 2, ils ont toute une communauté de consultants et une grande proximité finalement et d'échanges, on va dire, très horizontaux entre enseignants et entre apprenants.
est-ce que peut-être on peut passer au slide d'après? Alors, donc ça, c'est les partenaires qu'on a eus. Donc ça, ce sont… Alors, il me semble qu'il me manque un slide sur la formation MLOps. Je ne sais pas si… où il est. Voilà, c'est ça. Donc, peut-être que je voudrais parler d'abord de la formation MLOps, donc, qui est en fait finalement un extract de la formation MLE. Et cette formation MLOps, donc, elle s'adresse à des profils plus expérimentés, donc à des data scientists ou à des data engineers qui ont eu l'occasion et qui se confrontent régulièrement aux problèmes de passage à l'échelle des modèles dans leur équipe, et donc qui sont souvent donc des profils très expérimentés, ou alors des développeurs qui ont été amenés à évoluer vers des projets plus data et qui se retrouvent donc aussi à gérer le cycle de vie de modèles d'IA, et donc qui doivent répondre à des problématiques conjointes d'industrialisation. Donc finalement, toute la partie fondamentaux qui était le cas du MLE, où il y avait des personnes dont la formation était un petit peu incomplète. Là, il s'agit plutôt d'identifier directement les bonnes pratiques du DataOps, du ModelOps, qui permettent en fait de gérer cette phase d'industrialisation, et de rajouter aussi quand même des enseignements transverses qui sont l'intelligibilité des modèles, qui sont les enjeux d'éthique du RGPD, qui ne sont pas des choses qui sont toujours très bien traitées ou de manière très explicite dans un contexte professionnel, et surtout comme ça va très vite. Donc, ça permet de donner une photo très claire sur des enjeux qui sont non techniques, mais structurants, parce que l'éthique ou l'intelligibilité impose de modifier les sorties des modèles ou la manière dont les modèles vont être construits ou réentraînés. Alors, si du coup on revient sur le slide d'avant, donc ça c'était les partenaires. Donc en fait, les partenaires, ce sont d'où proviennent les étudiants de MLOps. Donc en fait, l'intérêt, c'est de vous montrer, c'est que c'est les profils des étudiants qu'on a chez MLOps ou MLE d'ailleurs, où on a des entreprises qui sont assez diverses. Donc on a des entreprises qui peuvent être des boîtes de conseil comme Quantmetry ou autres. Ça peut être de grosses structures, ou ça peut être des boîtes de conseil qui cherchent à faire émerger une sensibilité plus data dans leurs projets, ou alors ça peut être des startups, en tout cas des entreprises, des techs, qui souhaitent renforcer leur processus data et pouvoir développer une compétence forte, parce qu'ils n'avaient pas anticipé ça au départ dans la conception de leur produit tech, mais ils se rendent compte que la partie data devient importante et que l'IA est un plus dans leur service. Et voilà, donc ils ont besoin de rajouter ça, et donc on peut former des CTO à des problématiques data de cet ordre-là. Donc là, c'est en termes de profils qui sont formés ou d'entreprises qui peuvent arriver chez nous. Et est-ce qu'on a un dernier point là-dessus? Je sais. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la présentation des formations, donc par le contenu. Et s'il y a des questions, je peux y répondre, ou alors Marion, Mathilde ou Thibaut. Il me semblait que vous aviez une petite vidéo du coup à diffuser, si vous voulez la diffuser. Non, du coup, on va pouvoir avoir le temps de répondre à quelques questions. Ok. Donc, en termes de questions, hein, donc, merci déjà pour ces présentations. Il y a une question qui revient, c'est notamment dans les grandes lignes. Est-ce qu'on peut resynthétiser un petit peu ce qui va différencier notamment du coup la IOTA Academy et l'Institut, et notamment du coup pour rebondir sur une question du coup d'Étienne qui se pose la question de savoir comment dans l'offre de l'université est abordé ce sujet de MLOps. Tu dis dans le domaine de l'université? Bon, alors si c'est pour l'université, donc… De l'Institut, pardon. Ah, ok. Parce que si c'était pour l'université, comme je suis enseignant-chercheur, je peux vous dire que l'université est incapable de fournir ce genre de formation. Voilà, ça c'est trop dur. C'est trop complexe, c'est pas du tout ces sujets qui sont abordés. Non, je parle vraiment du coup de la distinction IOTA et Institut. Alors, pour IOTA, on est beaucoup plus dans une logique B2C pour MLE, en tout cas, et de manière concrète, c'est vraiment une démarche individuelle de formation personnelle. Et dans le cadre de MLOps, c'est plutôt, effectivement, ça peut être
donc des individus qui souhaitent se former, par exemple des freelances qui souhaitent se former un peu plus, ou ça peut être dans le cadre d'entreprises. Mais là, du coup, la grande différence avec l'Institut, c'est que ça va être de l'inter, et il y aura donc dans une même promo plusieurs entreprises différentes qui se retrouvent ensemble. Et donc, du coup, ce qui est assez intéressant, parce qu'il y a des cultures de l'industrialisation qui est assez différentes, et en termes d'échange du coup d'expérience, c'est très riche parce qu'il y a vraiment des manières différentes d'appréhender les choses, et les profils sont très différents. On peut s'ajouter que sur le MLE, en tout cas, on est vraiment sur une formation longue et très engageante. On est vraiment dans le cadre presque d'une reconversion, ou en tout cas de rajouter vraiment quelque chose sur son CV, tandis que dans le MLOps et l'Institut Compte-Métrie, on rajoute des briques de compétences sur des formats qui sont assez courts. L'avantage du MLOps, c'est que c'est tous les vendredis pendant 3 mois, ça peut tout à fait être fait en poste. Et sur l'Institut Compte-Métrie, on est aussi sur des formations courtes, également proposées à des personnes en poste. Donc ça fait une distinction assez notable. Je te laisse compléter, Mathilde, si besoin. C'est ça. Bah, je pense qu'il y a la distinction intra-inter où nous, justement, on est plus dans une stratégie de créer des data academies répondant à un parcours de formation dit sur mesure pour une entreprise, et donc vraiment tous les collaborateurs qui ont besoin d'upskilling et de reskilling dans une seule et même entreprise, et ce qui nous permet en fait de faire des TP, des cas d'usage ou des exercices vraiment en lien avec leurs problématiques métiers. Voilà, en fait, nous, on est vraiment sur un axe plutôt sur mesure du côté de l'Institut Compte-Métrie, quoi. Très bien, c'est très clair pour moi. J'espère que ça précise les choses pour Étienne également. Une petite question également sur justement la durée, le format, les prix de ces différents programmes. Si vous avez du coup des éléments. Oui, je vais pouvoir répondre pour l'IOTA. Donc, sur les MLE en durée, on est sur 4 mois full-time. On est sur des cours synchrones et en physique dans nos locaux près de Concorde, dans le centre de Paris. Et pour le forfait, on est sur 8 000 € pour les 4 mois. L'avantage d'avoir obtenu le titre RNCP ces dernières semaines fait que ça nous donne accès, ça vous donne accès, potentiel étudiant de l'IOTA, au CPF, compte personnel de formation, qui permet en fait de débloquer des fonds pour financer la formation de votre choix. Donc maintenant, on va être référencé dans ces formations-là et vous pourrez utiliser votre CPF. Le CPF, c'est 500 € que le salarié gagne chaque année travaillée, et donc il atteint un certain montant qu'il peut utiliser sur une formation au cours de sa carrière. Le MLOps, on est donc sur 13 jours pendant 3 mois. Également, c'est de l'enseignement en synchrone et c'est dans nos locaux à Royal. Alors, dans les deux cas, je dis dans nos locaux, bien sûr, on a su s'adapter et ça a été très bien vécu par les étudiants. Ça s'est très bien passé sur Discord et les différents types de plateformes. Donc, on a su faire du distanciel, du présentiel. On favorise le présentiel pour l'expérience et le côté aussi sympathique d'être tous ensemble autour d'une table à plancher sur un sujet. Et pour finir sur MLOps, on est aussi sur une formation à 8 000 €, en général plutôt pris en charge par les entreprises. Pour l'Institut Compte-Métrie, je laisse Mathilde répondre. Et du côté Institut Compte-Métrie, donc nous, on a la certification Datadoc qui permet donc aux entreprises de faire appel aux OPCO et aux OPCA pour se faire aider via des plans de financement pour du coup réduire un petit peu la charge directement dans les budgets. Mais généralement, comme nous, on s'adresse principalement à des RH dans un premier temps. Généralement, voilà, c'est plutôt le budget RH, et ensuite, en termes de demande, plan de financement, voilà, on s'adresse plutôt aux OPCO et aux OPCA. Merci. Et je ne sais plus s'il y avait aussi en termes de durée de formation. C'est vrai que au niveau de l'Institut, c'est vraiment variable selon la demande du client. On a des formations qui durent par exemple une demi-journée, on a des formations qui durent 2 jours pour un seul et même module type gestion projet data. Et on a donc, comme j'expliquais, donc les Data Academy qui là englobent donc différents modules de formation qui sont en moyenne à peu près de 20 à 30 jours pour faire une montée en compétences de différents profils. Ça varie en fait vraiment selon le besoin du client et la demande. Et au niveau justement des prochaines rentrées là, par rapport au programme séquence, si on souhaite du coup aussi se lancer sur l'autre des dispositifs. Alors, au niveau de l'IOTA, on va lancer le programme prochain MLOps à l'automne. Il n'y a pas encore de date précise, mais ce sera à l'automne 2021.
Quant au prochain programme MLE, qui est plus long et plus intense, donc les 4 mois full-time, il commencera plutôt début 2022. Cependant, le processus d'admission peut parfois prendre un peu de temps pour plusieurs raisons. Il y a l'aspect entretien pour analyser la cohérence du parcours et vraiment la demande, si c'est une reconversion professionnelle, etc., qu'on puisse l'analyser ensemble, voir si c'est bien le bon programme pour la bonne personne au bon moment. Et où il y a aussi un aspect entretien technique avec un test Python analysé par nos consultants. Donc, il y a un petit process d'admission sur le MLE. Sur le MLOps, c'est plus un entretien de préqualification, comprendre les attentes et s'aligner avec la personne en poste et éventuellement les RH responsables des process de formation. Donc, voilà un petit peu pour les dates et les cycles d'admission côté IOTA. Côté institut, là, pareil, c'est plutôt à la demande du client selon les demandes. Bien. Je vois qu'il est 13h45. On est arrivé du coup au bout de la session. Je ne sais pas s'il y avait une dernière question. Je vois une question d'Étienne. En dehors des personnes en poste et qu'il le reste, pensez-vous que le niveau de confiance des employeurs est au bon niveau de maturité? Alors, est-ce que c'est confiance des employeurs? Est-ce que c'est aussi maturité des employeurs? C'est-à-dire qu'il y a aussi l'enjeu et c'est là où il y a aussi de la formation à adresser, comment dirais-je, au niveau donc, des équipes dirigeantes. Et c'est bien aussi un des enjeux. Alors, je me permets du coup de répondre, je vous laisserai du coup compléter, mais je pense que c'est une partie de la réponse se base aussi là-dessus. C'est comment est-ce que l'organisation justement s'approprie le sujet de l'adoption de l'IA et ensuite met en place des programmes de formation. Nicolas, peut-être tu peux nous donner quelques billes entre ce qu'on apporte en termes de formation versus les attentes métiers et le niveau de maturité métier dans les entreprises. En tout cas, je pense que c'est plutôt sur en tout cas, un indicateur ou le meilleur promoteur du profil MLE, c'est la difficulté qu'ont des projets à passer à passer en production. Donc, c'est vraiment ces difficultés-là qui sont la plus grande difficulté, en tout cas, qui motive beaucoup. Et après, peut-être, les choses qui ne sont pas toujours très faciles à identifier, c'est dans les annonces plutôt, c'est la maturité, effectivement, elle est là-dessus, où parfois, dans les annonces, il n'est pas marqué MLE, et donc il y a souvent de périphrases sur ce que serait un MLE, donc une sorte de super data engineer avec une expérience de data scientist ou un data scientist très polyvalent. Donc, il faut savoir décoder finalement quelques annonces, même si on trouve pas mal d'annonces maintenant qui disent ML Engineer, mais en tout cas, cette identification de ce nouveau métier, donc qui n'est plus tant que ça, et effectivement, c'est en cours d'évolution et bon, c'est en train de diffuser dans le marché. Mais c'est important, en tout cas, et c'est ce qu'on dit donc, du coup à nos diplômés, c'est qu'il faut qu'ils apprennent à décoder ça. Et finalement, ça passe beaucoup aussi par une communauté de IA en région parisienne, mais pas seulement, avec le réseau qu'on a des yachters qui sont sur toute la France entière, qui permettent de détecter, de sourcer, enfin, d'apprendre à décoder dans les annonces qui ne le seraient pas explicitement ce qu'est un MLE. Après, je dois dire qu'au niveau mission, on a un certain nombre de missions de formation ou d'acculturation des directions ou de certains profils à justement la nécessité de veiller à cette chaîne complète et aux prédictions, à la mise en production. Donc, c'est aussi un travail qu'on fait d'acculturation sur les enjeux de l'industrialisation. Je pense que bon, voilà, vous avez les contacts si vous voulez prendre justement avoir plus d'informations ou vous êtes intéressé justement par les programmes du coup de l'IoT ou de l'Institut. Si par ailleurs, parce qu'on voit bien que le sujet des métiers et de la compréhension et de la lecture du coup des postes est extrêmement important, il y a aussi une session là à 15h30 qui va être justement dédiée à la présentation du coup des métiers de l'IA. On voit aussi qu'il y a parfois des histoires de naming, un product owner data ou un data steward, etc. Parfois, ça va être renommé un peu différemment selon les organisations. Ce qui est important de dire, c'est vraiment les compétences qui sont demandées. Mais en tout cas, moi, je vous remercie vraiment pour votre intervention. C'était très intéressant. Et puis,
Je vous remercie à toutes et tous pour votre participation, en espérant que ça ait permis d'éclairer en tout cas vos questions sur les enjeux de la formation et puis en vous donnant quelques clés également avec cette programme. Merci beaucoup, Maxime, pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Merci. Maxime. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.